Igal Gavzel, je suis né, j'ai grandi à Tel Aviv. J'ai fait des études d'architecture à l'Université de Toronto. J'ai fait le métier pendant quelques années ici en Israël et là, j'ai suivi ma passion qui est la photo. Je suis parti à Paris pour apprendre la photographie aux Arts Déco de Paris et je suis resté à Paris environ 12 ans et en faisant des reportages sur des sujets architecturaux ou design, etc., pour des magazines israéliens, pour des magazines européens. Et en effet, c'est durant ces années parisiennes, j'ai commencé un projet qui s'appelle Fragment d'un style. C'était dans les années 90. Et on parle en effet du style international. Quand on dit le Bauhaus, c'est l'école, c'est les concepts, mais on ne veut pas parler en effet du Bauhaus de Tel Aviv. À Tel Aviv, c'est le style international dans sa version tel-avivienne, ou on peut dire le mouvement moderne ou le modernisme, l'architecture moderniste de Tel Aviv. Mais le premier mot qui me vient en esprit, c'est vraiment le minimalisme. Le minimalisme, et qui va très bien évidemment avec les côtés fonctionnels, parce que le slogan le plus connu, c'est vraiment la forme suit la fonction. C'est la fonction qui est importante. Et l'autre expression bien connue, c'est l'ornement est un crime. Voilà. Alors, c'est vraiment la disparition de l'ornement et ce sont les lignes épurées parce que là on parle vraiment de la fonction du bâtiment et pas de la façon qu'il est décoré. Et ça, c'est exactement ça qui donne ce côté minimaliste. Et pour moi, c'est vraiment aussi l'élégance innée que je trouve dans cette architecture, qui est exprimée à l'extérieur, mais qui est aussi exprimée dans les espaces intérieurs, communs ou privés. Et il y a encore ce côté poétique ou fonctionnel qui donne un plus à ce travail de ces architectes de ces années-là. À ces moments-là, on a commencé à restaurer ces bâtiments, rénover ces bâtiments. Et comme photographe et quelqu'un qui a fait des études d'architecture, j'ai été immédiatement capté d'abord par cette beauté redécouverte et restaurée, et deuxièmement aussi par l'option de capter, de peindre cette beauté par la photographie. Et c'était le point de départ, il y a presque 30 ans, et j'ai commencé à suivre la rénovation de ces bâtiments. J'avais l'habitude d'attendre qu'on enlève les échafaudages et d'arriver à ce moment-là pour capter le bâtiment dans son état presque original, jamais original, parce que l'état original, bien évidemment, c'est dans les années 30, 1930, 1940, mais très proche de ce qui était l'intention originale des architectes. Et voilà. Et doucement, durant les années, j'ai suivi ces rénovations, j'ai photographié les bâtiments. Je dois dire que c'était pas un travail de documentation, parce que à partir du premier moment, c'était plutôt l'approche et artistique que je cherchais, pas documenter tout le bâtiment comme on fait dans la photographie et architecturale traditionnelle, mais plutôt chercher ce fragment du bâtiment qui là où on peut vraiment découvrir, sentir la poésie de cette architecture. Elle est bien, la façon qu'elle a été créée et sa qualité exceptionnelle qu'elle a.
avec la compilation de ces photographies. La première expo a été créée en 2005, qui a été présentée à Montréal dans le cadre d'un événement qui s'appelait Tel Aviv, la ville blanche. Et après, cette expo a commencé à tourner en Europe. Et pour 2009, l'année qui était aussi le centenaire de Tel Aviv et le 90e anniversaire du Bauhaus, j'ai préparé une autre expo. Et cette expo continue en effet à tourner en Europe, maintenant surtout en Europe. Voilà. Et pour finir l'histoire de ce projet, se préparant pour les centenaires du Bauhaus, qui a été fêté en 2019, à la fin de 2018, mon livre qui s'appelle Form and Light, From Bauhaus to Tel Aviv, le titre en anglais est sorti. On peut dire que ça a commencé 10 ans avant le point de départ de mon projet, en 84, et quand Tel Aviv a fêté son 75e anniversaire, il y a une expo au musée d'art de Tel Aviv qui s'appelait Ville Blanche, et ça a été en effet la première fois que la grande foule, et moi aussi, a découvert cet héritage exceptionnel, pas seulement en Tel Aviv, et parce que l'expo a présenté des bâtiments partout en Israël, pas seulement en Tel Aviv. Et là, il y avait des photographies noir et blanc, photographies d'époque, et de ces bâtiments dans leur état virginal, comme si on peut dire. Et ça a été ça a été vraiment, en anglais on dit, un eye-opener. Ça a ouvert les yeux et là on a découvert ces qualités exceptionnelles de ces bâtiments qui malheureusement avec les temps sont tombés dans un état très dilapidé et sauf il y avait les spécialistes, les connaisseurs qui savaient que derrière les couches de poussière, etc., il y avait cette beauté. Mais cette expo a vraiment présenté et ce patrimoine. Et c'est intéressant parce que les points de départ, et si on regarde cette renaissance de ce patrimoine moderniste, ça a été un événement culturel, en effet, une expo au musée d'art qui a relancé la Renaissance, si vous voulez. Et 10 ans après l'expo, il y a une conférence internationale sponsorisée par la municipalité de Tel Aviv et par l'UNESCO qui commençait à s'intéresser. Et presque 10 ans après, 2003, la ville blanche de Tel Aviv a été désignée par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial. Et environ 300. Je pense qu'aujourd'hui, il y a environ 1600. Il faut dire que, et ça c'est une des choses remarquables à propos de ce patrimoine tel-avivien, il y a environ 4000 bâtiments qui ont été construits durant cette époque moderniste, et surtout durant les années 1930 et après aussi dans les années 1940. Mais il faut dire qu'entre ces 1600 bâtiments, il y a aussi des bâtiments qui datent des années 1920. Et à ce moment-là, ce n'était pas encore le modernisme, le style international, c'était le style éclectique, qui est bien différent, qui est très décoré. Et la municipalité ne paye pas pour ces restaurations. Ça dépend vraiment du marché privé, si on peut dire. Et heureusement, à Tel Aviv, et les marchés immobiliers est très intéressé par ce patrimoine. Et c'est à cause de ça qu'on voit de plus en plus de bâtiments qui sont restaurés. Je reviens au fonctionnalisme. Pour moi ça représente vraiment les grands changements.
je veux dire, l'architecture doit être premièrement fonctionnelle et après on peut parler de la beauté, etc., etc. Et elle doit être fonctionnelle pour créer des maisons, des appartements où et toutes les classes de la société peuvent vivre dans des conditions, dans de bonnes conditions et pas seulement pour les classes supérieures. Et en effet, et la simplicité, le minimalisme de moyens a permis de construire des maisons et pour toutes les classes de la société, parce que ça n'a, bien évidemment, avec le fonctionnalisme, le minimalisme, les prix n'est pas très haut. Et alors, il y a toute une question de qualité de vie et qualité de vie dans des appartements modernes et qui ont été un grand changement et par rapport aux conditions de vie, surtout des classes ouvrières, avant cette architecture. Une des idées fortes du Bauhaus a été vraiment de faire un mariage entre l'industrie et le bon design. Et c'est ainsi que, pour les objets, mais aussi pour les maisons, les préfabriquées, etc., et on pouvait réduire les coûts de ces constructions grâce à l'utilisation des machines. Ça fait partie du concept de design, un meilleur design pour tous, pour tous. Et c'est vraiment la machine qui peut fabriquer des millions et des millions d'exemplaires, et soit des objets qu'on utilise dans le quotidien, soit de parties préfabriquées des bâtiments, et qui permet de créer vraiment un bon design à prix et pas à prix très cher. Absolument, ça fait partie du Bauhaus. Alors, je pense qu'ils ont toujours inspiré. Et on trouve souvent ces côtés minimalistes presque purs qu'on trouve dans les Bauhaus. Et sauf que les concepts sociaux ont changé. Alors là, on est souvent dans une architecture qui pense plutôt au profit et plutôt à se montrer et à se présenter en toute force, et on a perdu un peu les côtés humbles du modernisme du début du siècle dernier. Et ça explique le succès de ce concept à Tel Aviv. Et bien évidemment, c'est connecté ces vagues d'immigration des Juifs qui ont parti de l'Europe et au bon moment, et qui sont arrivés au pays avant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, il fallait vite trouver des solutions d'hébergement pour ces gens. Le concept du Bauhaus était là, et heureusement, parmi ces immigrés, il y avait des architectes formés en Europe, et c'est ainsi qu'on est arrivé à avoir 4000 bâtiments, ce qui est exceptionnel. C'est parce que le concept a permis de construire d'une façon très simple, assez vite, de façon fonctionnelle, et faire héberger tous ces immigrants qui sont arrivés durant ces années. Alors oui, ça. Et il faut dire qu'à ces moments-là, en Tel Aviv, il faut dire que Tel Aviv a été toujours une ville bourgeoise. Il y avait bien évidemment aussi le mouvement travailliste, le côté travailliste, mais c'est plutôt une ville bourgeoise.
mais qui a opté à partir des années 1930 pour cette solution minimaliste, je veux dire style minimaliste et fonctionnel. Mais quand on regarde le pays, et on voit surtout les concepts de coopérative du Bauhaus, on le voit exprimé dans les kibbutzim, et dans la façon qu'ils ont été créés. Je veux dire, l'architecture dans les kibbutzim est bien évidemment connectée à l'esprit commun du Bauhaus.